Alors, la situation actuelle, donc là, c'est le bilan annuel 2022, donc qui vient de paraître, où on a une situation qui s'améliore depuis maintenant de nombreuses années, mais qui n'est toujours pas satisfaisant au regard de la réglementation et notamment des valeurs limites réglementaires qui sont définies à l'échelle européenne et bien évidemment française. D'où un contentieux avec la Commission européenne et également à l'échelle de la France avec le Conseil d'État, donc avec une astreinte plusieurs millions, dizaines de millions d'euros tous les semestres, puisqu'on a encore aujourd'hui environ 40 000 franciliens qui sont exposés à une qualité de l'air qui n'est pas satisfaisante au regard du seuil réglementaire fixé pour le dioxyde d'azote, donc le fameux NO2. La situation s'est améliorée pour les particules et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de franciliens qui sont exposés au seuil réglementaire de la valeur limite, que ce soit pour les PM10 ou pour les PM2,5. Il y a l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui a établi depuis fin 2021 de nouvelles recommandations, donc avec des seuils qui sont beaucoup plus bas. Si on prend l'exemple du NO2, on est à 40 microgrammes par mètre cube à l'échelle annuelle. La nouvelle recommandation de l'OMS passe à 10 microgrammes sur la même échelle, donc l'échelle annuelle. Évidemment, ça change un petit peu les choses. Et là, on peut voir, c'est le petit graphique, la petite illustration juste en dessous, il y a entre 90 et 100% en fonction des polluants, des franciliens qui sont exposés à des niveaux au-delà des recommandations OMS. Donc voilà, on a encore du travail pour atteindre ces niveaux. Un petit zoom sur le NO2 avec des cartographies donc, franciliennes à gauche avec un zoom sur la petite couronne où on peut voir que les niveaux sont principalement les plus élevés dans le cœur de l'agglomération, là où les émissions sont les plus denses, et plus particulièrement à proximité du trafic routier, où on voit les axes majeurs qui dépassent ces seuils, et donc la population qui est exposée à des niveaux les plus forts qui habite le long de ces axes. Comme je vous l'ai dit, les niveaux sont pas encore satisfaisants au regard de cette valeur limite. Néanmoins, on a quand même une baisse très importante depuis maintenant plusieurs années, puisqu'on est à 40 000 franciliens qui dépassent cette valeur limite, et on était à 3,5 millions en 2007, et encore un peu plus d'1 million en 2017, ce qui montre quand même la décroissance des teneurs et du coup de la population exposée. Un petit résumé sur les dépassements de la valeur limite ici. Donc c'est une carte synthétique qui recoupe l'ensemble des valeurs limites donc fixées pour les polluants NO2, particules PM10, PM2,5 et l'ozone, où on peut voir, voilà, il n'y a pas de zone en blanc, donc ça veut dire qu'il y a au moins, en Île-de-France, au moins une recommandation de l'OMS qui est dépassée pour l'ensemble des franciliens, et notamment c'est lié au dépassement sur les PM2,5. On voit que les dépassements d'une valeur limite, donc le fameux NO2 qu'on a illustré tout à l'heure, c'est sur les axes rouges. Donc on est vraiment à proximité des axes majeurs franciliens. Et puis une zone un peu plus large, en violet un peu plus foncé, qui est en dépassement de la potentielle future valeur limite qui est actuellement en projet, qui n'est pas encore établi, mais où on peut voir donc que cette valeur limite va être respectée, mais il y en aura une autre avec des seuils plus bas qui vont venir. Donc tout ce constat sur la qualité de l'air vient des émissions.
puisque on voit que les concentrations sont les plus élevées à proximité du trafic routier. On voit que dans le transport routier représente plus de la moitié en Île-de-France des émissions d'oxyde d'azote. On a d'autres secteurs, bien évidemment, qui contribuent à ces émissions d'oxyde d'azote, et notamment le secteur résidentiel et les plateformes aéroportuaires. Alors, le secteur résidentiel, c'est essentiellement lié au système de chauffage et en grande partie lié à la consommation de gaz naturel. Et puis, sur les plateformes aéroportuaires, c'est essentiellement lié aux émissions des avions, donc que ce soit décollage, roulage, atterrissage. Donc, depuis une quinzaine d'années, on voit bien que ces émissions sont en forte diminution. On est à près de 60% sur le transport routier, dû à l'amélioration technologique, à travers notamment les normes Euro établies pour les véhicules. Et également la baisse de consommation d'énergie du secteur résidentiel et l'amélioration technologique aussi du parc de chaudières, par exemple, qui permet une baisse de 50% des émissions d'oxyde d'azote. Le constat est un petit peu pareil sur les particules PM10, en tout cas dans la baisse des émissions, puisqu'on atteint en fonction des secteurs entre 30 et 60% de baisse depuis 2005, donc toujours une forte diminution. Néanmoins, la répartition des émissions par secteur est bien différente, puisque là, c'est le secteur résidentiel qui est le principal émetteur, et essentiellement lié au chauffage au bois individuel, puisque 86% des émissions de particules de ce secteur sont liées au chauffage au bois. Pour le transport routier, les chantiers et l'agriculture, on est entre 15 et 20%, donc avec une répartition de ces émissions un petit peu plus homogène. Je voulais finir sur une note au-delà de la réglementation. Si ces polluants sont réglementés, c'est un effet sur la santé. Et on a travaillé avec l'ORS, donc l'Observatoire régional de santé, sur les gains sanitaires liés à l'évolution de la qualité de l'air. Comme je vous l'ai dit, on a depuis maintenant une quinzaine d'années, une baisse tendancielle des concentrations dans l'air à l'échelle de l'Île-de-France. Mais quel est cet impact sur la santé? Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on a une baisse de 40% de la mortalité annuelle grâce à cette baisse, et qu'on a un gain de près de 8 mois d'espérance de vie par habitant. Donc un vrai gain sanitaire du fait de cette baisse de concentration. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, on dépasse encore les recommandations OMS. Et si on atteint ces recommandations OMS, là on aura des gains encore plus importants, puisqu'on est sur l'échelle francilienne, on serait à 8000 décès prématurés en moins en respectant ces nouvelles recommandations établies par l'OMS. Donc, pour conclure, on a vraiment une baisse tendancielle et continue, donc qui ont un vrai impact sur l'ensemble de l'Île-de-France, que ce soit dans le cœur de l'agglomération, mais également en zone rurale, sur la santé. Mais on a encore des efforts à réaliser, notamment au regard des nouvelles valeurs limites proposées, qui sont actuellement en projet, ou des recommandations de l'OMS, où voilà, on pourrait atteindre encore des gains bien supérieurs. Donc C'est bon. voilà pour moi. Je ne sais pas si on... C'est parfait. Alors, s'il y a des questions, on y reviendra peut-être à Après. la fin, hein. Mais en tout cas, merci déjà pour cette clarification et puis pour cette petite note positive aussi pour terminer. Voilà, c'est vrai que souvent sur ce sujet de la qualité de l'air, on a beaucoup de chiffres qui peuvent être un peu alarmants.
c'est bien aussi de prendre le problème à l'envers parfois et de voir les gains qu'on peut avoir justement lorsqu'on arrive à agir sur cette thématique. En parlant de chiffres, avant de redonner la parole enfin de donner, pardon, pour la première fois la parole à Claire-Sophie Quedevez pour parler un peu de qualité de l'air intérieur et de la méthode écrin, on va vous remettre à contribution un petit peu. Je suis désolé, ce matin, on vous fait travailler, mais un tout petit deuxième petite séquence de quiz slash sondage rapide pour voir un peu à chaud comme ça où est-ce que vous en êtes sur toutes ces questions-là. Je vous lance sans plus tarder le chiffre, encore une fois, rassurez-vous. C'est pas noté, il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves. C'est simplement pour voir un peu les tendances. Claire-Sophie, de votre côté, tout est bon pour Ouais, démarrer? j'ai plus qu'à partager. Eh ben, je vais sans plus Ouais. tarder laisser la main. Merci pour vos réponses au sondage. Ceux qui ont eu la meilleure note recevront un pin Ecopolis. Du coup, bonjour à tous. Donc moi, j'enchaîne. On a une présentation sur la qualité de l'air extérieur assez intéressante, parce que vous allez voir qu'on va faire un focus en fait. Et effectivement, comme on vit à l'intérieur des bâtiments et qu'on renouvelle l'air des bâtiments, cet air extérieur, il va forcément impacter la qualité de l'air intérieur. Et c'était important de partir de cette vision générale, cette vision globale, air extérieur. On va se recentrer sur la qualité de l'air intérieur. Et puis, je vais reparler rapidement, très rapidement, puisque si les réponses sont bonnes, des enjeux autour de la qualité de l'air intérieur. Et derrière, je vous présenterai la démarche écrin, qui est une méthode d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Et pourquoi est-ce qu'on a fait cette intro sur la qualité de l'air extérieur? C'est notamment parce que dans écrin, et notamment en Île-de-France, on a un enjeu fort et écrin va prendre en compte cette qualité de l'air extérieur. Donc moi, juste pour me présenter, donc je suis Claire-Sophie Quedevez, je dirige le bureau d'études Medieco. Medieco est un bureau d'études spécialisé sur les thématiques de santé dans le cadre bâti et urbain. Donc nous, notre préoccupation, c'est la santé des gens qui vont vivre dans les bâtiments qu'on construit ou qu'on réhabilite. Et de par l'historique de Medieco, on a une expertise sur la qualité de l'air intérieur globale. Mais du coup, qu'on reverra dans la suite de la présentation. Alors, je vais revenir sur les chiffres. J'ai pas vu tout ceux que tu as retenus, mais bon, globalement. Alors, juste, c'est vrai qu'on a fini sur une note positive par rapport à l'air extérieur. C'est vrai qu'on a des améliorations. En air intérieur, globalement, si on regarde un peu que ce soit les différentes sources de pollution, notamment les projets de construction, on a aussi des améliorations sur l'impact de ces sources de pollution sur la qualité de l'air intérieur. Notre problématique, c'est qu'il faut concilier différents enjeux. Et faire aujourd'hui de la performance énergétique des bâtiments, rendre les bâtiments plus étanches, on s'aperçoit, notamment, alors il y a l'enjeu du neuf, mais aussi en réhabilitation, on s'aperçoit que ça peut nous poser des problèmes, même si on a moins de sources de pollution. En confinant les bâtiments, on peut se retrouver avec des problématiques de qualité de l'air intérieur finalement plus importantes que quand on avait des produits qui étaient plus fortement émissifs. Donc cet air intérieur, on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Pourquoi est-ce qu'il est important? J'imagine, vous n'en apercevez pas tout le temps, mais vous respirez 100% du temps. 100% du temps parce que ça fait partie de vos fonctions qu'on dit autonomes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le geste de respirer, on respire 100% du temps, et 100% de notre temps, et 80% de ce temps, on le fait à l'intérieur des bâtiments. Du coup, ça veut dire que l'air qu'on va respirer à l'intérieur des bâtiments, c'est quand même plutôt pertinent de savoir de quoi il est composé et comment est-ce qu'il peut impacter notre santé. Et on a différentes études qui nous montrent, alors, il y avait cette question, savoir est-ce que l'air extérieur est plus pollué que l'air intérieur. On estime en moyenne que l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Attention, c'est une moyenne nationale, ce qui veut dire que quand vous avez eu tous les enjeux sur la qualité de l'air extérieur, quand on est en région parisienne, ce chiffre est peut-être pas tout à fait vrai. On a une qualité de l'air extérieur qui peut être dégradée, on a une qualité de l'air intérieur qui est également dégradée. Là où est la complexité, c'est que ce n'est pas forcément les mêmes polluants. Donc, en fait, tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on se protège de cette pollution de l'air extérieur tout en améliorant la qualité de l'air intérieur. D'un point de vue sanitaire, alors aujourd'hui, effectivement, on a des chiffres assez reconnus qui circulent. On sait que cette qualité de l'air intérieur, elle a un coût. Elle a un coût sanitaire, elle a également un coût économique. Coût sanitaire, on a différentes pathologies qui se développent quand on respire certains polluants de l'air intérieur. On sait que notamment parmi ces pathologies et parmi les symptômes, on a l'asthme. Aujourd'hui, on a 4 millions d'asthmatiques en France. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. Et donc, il y a aussi une étude qui est sortie en 2014 qui a essayé de regarder un peu le coût socio-économique de la qualité de l'air intérieur. Alors, étude basée sur 6 polluants qui a regardé
combien est-ce que ça coûtait aussi en termes de dépenses publiques, en termes d'impact sanitaire, d'argent dépensé pour la recherche, et on obtient un coût de 19 milliards d'euros, coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur, et ça, c'est chaque année pour la France. Donc, c'est vrai que ce sont des chiffres assez impressionnants, et donc, prendre conscience de l'impact de la qualité de l'air intérieur sur notre santé, c'est important. Et ce qui est aussi intéressant en air intérieur, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de solutions, et en tout cas, on sait comment faire pour améliorer cette qualité de l'air dans les bâtiments. Quand on parle des effets du coût socio-économique de la qualité de l'air intérieur et des effets sanitaires, en qualité de l'air intérieur, on a deux types d'effets. On a les effets immédiats, donc tout ce qui va être pas forcément spécifique de la qualité de l'air intérieur, elle n'est pas responsable de tout non plus, mais on a des symptômes dits non spécifiques tels que des maux de tête, de la fatigue, nausées, tout, irritation des différentes muqueuses qui peuvent être liées aux polluants qu'on va avoir dans l'air intérieur. Et puis on a des maladies un peu plus spécifiques de la qualité de l'air, notamment tous les troubles respiratoires, les crises d'asthme. On peut aussi avoir certains polluants comme le monoxyde de carbone, et heureusement, le nombre de décès diminue, mais qui peuvent entraîner le décès lors de l'inhalation de concentrations importantes. Et en qualité de l'air intérieur, on a aussi des effets long terme. Et alors, ces effets, ils vont être différents en fonction des types de polluants. On peut avoir tout ce qui est altération de la capacité respiratoire future, des troubles hormonaux, notamment liés à l'exposition aux perturbateurs endocriniens, toutes les maladies cardiovasculaires qu'on peut aussi associer par exemple à l'exposition aux particules fines, et puis malheureusement certains polluants qui vont être à l'origine de cancers. Et c'est d'ailleurs sur ces polluants que quand on parle de réglementation en France, ça a surtout avancé. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme polluant en air intérieur? Je vous les présente parce que finalement, la méthode Écrin, elle va un peu s'intéresser à tous ces types de polluants. On va retrouver 3 grandes familles de polluants. On a tout ce qui est polluant gazeux. Dans les polluants gazeux, alors il y a ceux qu'on connaît bien, ceux qui reviennent régulièrement. On a toute la famille des composés organiques volatiles. Donc, cette famille de polluants gazeux, c'est vrai que c'est celle qui est la plus connue et qui est notamment liées aux émissions des produits de construction. On a également des composés inorganiques. Donc, Fabrice parle tout à l'heure du dioxyde d'azote. Donc, le dioxyde d'azote, l'ozone, ce sont des polluants inorganiques. Et on peut aussi avoir des composés radioactifs comme le radon. On a toute la famille des polluants particulaires. Juste pour rappel, pour vous montrer l'impact des polluants particulaires, sur cette étude, sur ces 19 milliards d'euros, on en a 14 milliards qui sont liés à l'exposition aux particules fines à l'intérieur des bâtiments. Donc, ça montre à quel point ces polluants particuliers, et notamment les particules fines, sont vraiment un enjeu majeur quand on parle de qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Donc, on va trouver dans ces polluants particuliers les particules et puis toutes les fibres, qu'elles soient d'origine minérale ou naturelle. Et puis, la dernière famille de polluants, c'est tous les polluants biologiques, notamment ce qu'on va beaucoup retrouver dans Écrin, c'est on va s'intéresser aux moisissures et du coup à l'humidité à l'intérieur du bâtiment. Mais dans les polluants biologiques, on va aussi retrouver tous les allergènes, que ce soit des acariens, les allergènes d'animaux, et aussi tout ce qui est virus et bactéries. Alors attention, ce n'est pas le bâtiment qui est à l'origine de ces polluants, mais par contre, les équipements du bâtiment peuvent participer à la prolifération de ces polluants biologiques. Alors en termes de sources de pollution qu'on va retrouver à l'intérieur du bâtiment, globalement, quand on s'intéresse à la qualité de l'air intérieur, d'où l'introduction aussi de ce webinaire, quand on s'intéresse à la qualité de l'air intérieur, la première chose qu'on va regarder, c'est d'abord le contexte du bâtiment sur lequel on va travailler. Donc, le contexte, on va d'abord s'intéresser à la qualité de l'air extérieur et au sol et sous-sol sur lequel on construit. C'est la première chose et c'est les premières sources de pollution qui vont pouvoir dégrader la qualité de l'air intérieur. Donc, Fabrice vous a présenté tous les polluants qu'on peut retrouver dans l'air extérieur. Au niveau du sol et du sous-sol, on va s'intéresser à la présence de radon, qu'on présentait tout à l'heure, mais également à la présence d'hydrocarbures, par exemple, si on est sur d'anciens sites ou sols pollués. Et une fois qu'on a regardé ce contexte, ensuite, on va s'intéresser aux produits de construction, donc tous les produits de construction et les différents polluants qu'ils peuvent émettre. On a aussi dans les sources de pollution tout ce qui est lié aux équipements, que ce soit la combustion, parce que pour le chauffage, par exemple. Et puis, la dernière source de pollution qu'on va retrouver, c'est tout ce qui est lié aux usages, aux occupants, à leurs activités, et qui peuvent être des sources très diverses. En tant que concepteur de bâtiments,
forcément, on va avoir plus d'impact sur les 4 premières sources, mais par contre, on a aussi un rôle de sensibilisation des futurs occupants, expliquer aussi qu'on a fait une démarche d'amélioration de la qualité de l'air intérieur, leur expliquer l'intérêt et comment est-ce qu'eux, ils peuvent pérenniser cette qualité de l'air intérieur. Donc ça, ce sont les sources de pollution. Ces sources de pollution, elles vous donnent finalement la démarche d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. C'est aussi pour ça que je les ai numérotées. Quand on regarde ces sources de pollution, on se dit que finalement, si on veut améliorer la qualité de l'air intérieur dans un bâtiment, les étapes, elles sont assez logiques. La première chose à faire, c'est d'abord de s'intéresser à l'environnement extérieur et à chercher comment est-ce qu'on peut réduire le transfert de ces polluants extérieurs vers l'intérieur du bâtiment. Donc, en s'intéressant à la qualité de l'air extérieur, comme Fabrice a présenté, en essayant de la caractériser. Une fois qu'elle est caractérisée, voire déjà, on est en Île-de-France, donc forcément, on peut se dire qu'un peu partout, la question, elle doit quand même se poser sur l'air extérieur. Dans d'autres régions, peut-être que la qualité de l'air extérieur n'est pas forcément un problème. Si on n'a pas de problématique identifiée, dans ces cas-là, on peut passer à la thématique d'après. Donc, on va s'intéresser, savoir si on a des problématiques d'air extérieur, si on a des problématiques de sol. Si oui, dans ces cas-là, quelles solutions est-ce qu'on peut mettre en place dans le bâtiment pour réduire le transfert de ces polluants de l'extérieur vers l'intérieur des bâtiments. Une fois qu'on a fait ça, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va commencer à s'intéresser aux sources de pollution à l'intérieur du bâtiment et on va essayer de chercher à limiter les émissions qui sont liées au choix de conception. Donc là, en s'intéressant aux produits de construction et de décoration, on pourrait aussi mettre les produits d'ameublement, parce qu'en tant que concepteur, on peut aussi avoir un impact sur le choix de ces produits d'ameublement, et puis au choix des équipements. Des équipements, soit pour essayer de choisir des équipements qui sont moins polluants à l'intérieur des bâtiments, mais aussi en essayant de faire en sorte de choisir des équipements qui fonctionnent de façon à optimiser et à améliorer cette qualité de l'air intérieur. Ce qui nous amène au troisième point, c'est que si on limite les émissions liées au choix de conception, je vous annonce tout de suite que vous ne pourrez jamais avoir 0 source de pollution à l'intérieur des bâtiments, ce n'est pas possible. Du coup, on aura toujours, juste par notre présence, on aura toujours des polluants à l'intérieur du bâtiment, d'où l'importance du point numéro 3, c'est d'assurer la qualité du renouvellement d'air. Donc, comment est-ce qu'on évacue de façon efficace ces polluants à l'extérieur du bâtiment? Donc là, on va surtout travailler sur le système de renouvellement d'air, par le respect des règles de l'art. Et puis, comme on l'a vu arriver récemment dans la réglementation, notamment pour le logement, ce qui n'était pas le cas avant, le contrôle des débits à réception. Faire en sorte, tout simplement, que quand on livre un bâtiment, on s'assure que tout fonctionne bien. Et donc, le quatrième point, celui peut-être sur lequel on a le moins d'impact, mais je pense qu'on a aussi un rôle à jouer en tant que concepteur, c'est sensibiliser les occupants aux bonnes pratiques pour pérenniser cette qualité de l'air intérieur, les amener à avoir une culture du renouvellement d'air, parce que c'est quand même quelque chose en France qui nous manque, l'intérêt de l'aération, l'intérêt de l'entretien des équipements à l'intérieur du bâtiment, et puis comment limiter les sources de pollution en occupation, les principales sources de pollution, et je vous ai mis les produits d'entretien parce que c'est une des sources principales dans l'exploitation des bâtiments. Donc ça, globalement, vous avez, on va dire, les 4 grandes étapes d'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans un projet. Pourquoi est-ce que je vous les ai présentées comme ça? Parce que vous allez voir que finalement, Écrin n'a pas tout réinventé. La bonne façon de faire, Écrin s'est appuyé là-dessus et on va retrouver exactement ces étapes-là. Du coup, qu'est-ce que la méthode Écrin? Donc, essayez de vous faire une présentation rapide de la méthode Écrin sans forcément rentrer dans le contenu de l'outil. Écrin, donc c'est une méthode, comme on vous le disait, comme Alban vous le disait, une méthode d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Alors qu'un historique, elle n'est pas en soi, son élaboration date quand même de quelques années. Donc c'est une méthode qui a été lancée par l'ADEME, qui s'est entourée de différentes structures qui connaissaient bien la qualité de l'air intérieur pour travailler déjà sur une étude de faisabilité sur une méthode d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Cette méthode a été, et on est parvenu avec cette méthode, je dis on parce qu'on en faisait partie, on est parvenu à réaliser un outil
donc l'outil historique d'Écrin. À l'époque, cette méthode, elle s'appelait Manager. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de la méthode Manager. Cette méthode Manager, elle a été expérimentée pendant plusieurs années sur 12 opérations pilotes sur toute la France. Et de ces expérimentations, ça a permis d'avoir des premiers retours d'expérience et aussi des premiers retours pour améliorer et notamment pour simplifier, parce qu'au début, on veut toujours bien faire, parfois dans l'excès. Et donc, on s'est aussi aperçu que pour que ça puisse rentrer dans les différents projets et s'appliquer, alors tout en étant ambitieux, mais aussi réaliste, et il fallait peut-être la simplifier et aussi l'actualiser. Donc, il y a eu une révision des outils en 2021. Et puis, suite à ça, l'ADEME a préparé le déploiement territorial de la méthode. Et donc, il y a eu des formations qui ont été mises en place, des formations de ce qu'on va appeler les ambassadeurs, des formations des accompagnateurs, la formalisation d'un cadre juridique aussi autour d'Écrin, et puis le développement d'outils de communication autour d'Écrin. Ce qui fait que là, aujourd'hui, disons que 2023, c'est vraiment l'année de déploiement de la méthode Écrin sur le territoire national. Alors, pourquoi est-ce que l'ADEME a voulu développer Écrin? C'était déjà pour répondre à un enjeu très fort. Vous avez vu par l'introduction aux enjeux autour de la qualité de l'air, qu'elle soit extérieure ou la qualité de l'air intérieur, qui avait de réels enjeux sanitaires. Les objectifs de l'ADEME, c'était d'améliorer la qualité des projets globalement et d'avoir une sorte de méthode d'amélioration continue, c'est-à-dire pas aller chercher l'excellence dès le début, mais aussi profiter de cette méthode pour renforcer la montée en compétence des acteurs. L'idée d'Écrin, c'est pas d'avoir demain des projets parfaits en qualité de l'air intérieur, mais c'est essayer d'impliquer l'ensemble des membres, des acteurs d'une équipe, déjà les sensibiliser à la qualité de l'air intérieur et les faire monter en compétence sur ce sujet. Parce qu'Écrin va s'intéresser à tous les acteurs du projet. Certes, ça commence par le maître d'ouvrage qui décide d'aller dans Écrin. Toute l'équipe de maîtrise d'œuvre est mobilisée, mais aussi toutes les entreprises sur le chantier sont mobilisées pour améliorer cette qualité de l'air intérieur. Donc ça, c'était l'un des objectifs, s'inscrire un peu dans une méthode d'amélioration continue, le renforcement des compétences de l'ensemble des professionnels intervenant sur la réhabilitation et la construction de bâtiments. Et puis, c'est une méthode qui voulait objectiver la performance des projets par la mesure et donc qui impose, comme on parle de qualité de l'air intérieur, qui impose la mesure à réception et elle est plutôt optionnelle au cours du premier hiver pour valider que les concentrations de polluants du bâtiment qui est livré répondent aux exigences d'Écrin. En termes de champ d'application, aujourd'hui, c'est une méthode qui a un champ d'application très large parce qu'elle s'intéresse à toutes les opérations de construction ou de rénovation, que ce soit de l'habitat ou du tertiaire. Donc, globalement, ne sont pas pris en compte dans Écrin, par exemple, les piscines, puisqu'on est sur des polluants qui sont plus spécifiques, le secteur industriel. La partie bureau pourrait très bien s'appliquer, mais vraiment, des ateliers, par exemple, ne sont pas pris aujourd'hui dans Écrin. Pour le coup, quasiment tous les autres types de bâtiments peuvent rentrer dans le cadre d'application d'Écrin. Alors, la méthode Écrin va s'appliquer à toutes les phases d'un projet, construction ou à réhabilitation, impliquer l'ensemble des acteurs. Et l'objectif, c'est vraiment de faire de la qualité de l'air intérieur un élément transversal. Donc là, vous retrouvez toutes les étapes d'Écrin. On va partir du diagnostic du site. Donc, un peu ce que je vous disais au début, c'est d'abord essayer de caractériser où est-ce qu'on construit. Donc, il y a une partie obligatoire sur le diagnostic de site. Déjà, ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est juste qu'on va pousser le curseur un peu plus loin sur la caractérisation de la qualité de l'air extérieur et sur le sol. À partir de là, on va essayer de voir si oui ou non on est concerné par une pollution de l'air extérieur ou par une pollution de sol. Ensuite, en phase programmation, dans l'application d'Écrin, on va définir ce qu'on appelle l'ambition Écrin, c'est-à-dire l'ambition Écrin, c'est quel niveau de performance en termes de qualité de l'air intérieur le projet va atteindre. Et donc, pour ça, on va sélectionner un certain nombre d'exigences. On va faire attention, et c'est là qu'on s'est aussi, dans l'étude de faisabilité, aperçu que finalement, intégrer des exigences ou en tout cas dire que la qualité de l'air, c'était un sujet à prendre en compte dans le projet, c'est bien, mais que si elle n'est pas marquée dans les contrats qui sont passés entre les acteurs, parfois, on peut oublier les enjeux et l'ambition qu'on s'était fixée en qualité de l'air intérieur. Donc, Écrin fait
appuie vraiment là-dessus, faire en sorte que l'application d'écrin et que la prise en compte de la qualité de l'air intérieur, elle soit bien intégrée dans la passation des contrats de prestations intellectuelles, dans la passation des contrats de marché de travaux. Et puis pareil, derrière, tout à la fin du projet, dans la passation des contrats de maintenance et d'exploitation. Écrin va également suivre toute la partie conception en intégrant les exigences spécifiques à Écrin dans toutes les pièces écrites lors de la phase conception. Ce qui est un peu différent par rapport à d'autres méthodes qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un enjeu très fort sur Écrin sur la partie chantier, parce qu'on sait aujourd'hui faire de la qualité de l'air intérieur en phase conception, on sait ce qu'il faut intégrer, encore faut-il que ce soit respecté, mais en tout cas, on a presque dans des CCTP, on sait quelles sont les exigences à intégrer pour aller vers, par exemple, un choix de produits de construction plus respectueux de la qualité de l'air intérieur. L'enjeu, où est-ce qu'il est? L'enjeu, il est sur le chantier, faire en sorte que ces produits respectent bien les références qui sont indiquées dans les marchés de travaux, que ces produits soient bien mis en œuvre, parce que selon la mise en œuvre des produits, si on ne respecte pas, par exemple, des taux d'humidité lors de la mise en œuvre de certains revêtements de sol, par exemple, on peut avoir des impacts sur la qualité de l'air du futur bâtiment. Du coup, Écrin a vraiment essayé de mettre l'accent sur cette phase construction. Et puis en réception, on va essayer, on contrôle, on réalise des mesures de contrôle des concentrations de polluants. Alors, le protocole de mesure, il s'adapte. C'est essayer de faire un protocole adapté à chaque contexte et à chaque caractéristique de bâtiment. Il y a des mesures à réception et puis il y a des mesures au cours du premier hiver pour vérifier aussi que pendant les premiers mois d'exploitation, par exemple, on n'ait pas eu de dérive des équipements qui pouvaient entraîner une mauvaise qualité de l'air intérieur. Alors, de quoi est constitué Écrin? La méthode Écrin, c'est, on va dire, une mission qu'on appelle le cadrage, qui va reprendre la mission de cadrage, c'est toutes les exigences méthodologiques et 4 missions techniques. Les 4 missions techniques, vous allez voir, il n'y a pas de grande surprise. Ce sont les différentes étapes de prise en compte de la qualité de l'air intérieur. Dans la mission 1, on va retrouver tout ce qui est la gestion des pollutions atmosphériques. Donc, comment, si on a une pollution de l'air extérieur, comment est-ce qu'on va mettre en place des solutions qui limitent le transfert des polluants extérieurs de l'air vers l'air intérieur du bâtiment. La mission 2, c'est sur la gestion des pollutions de sol. La mission 3, c'est sur la gestion des pollutions internes au bâti, et notamment, donc c'est surtout cette mission-là qui va s'intéresser au choix des produits de construction. Et la mission 4, c'est la gestion des pollutions par les différents équipements, que ce soit les équipements de chauffage et que ce soit les équipements de renouvellement d'air. Donc, on a ces 4 missions techniques et les exigences de cadrage. Et donc, dans Écrin, après, je vous disais qu'on va définir une ambition. Cette ambition, elle va être définie sur la base d'une sélection d'exigences. Alors, on a des exigences dans Écrin qui sont dites incontournables, c'est-à-dire des exigences obligatoires. Chaque projet doit respecter ces indicateurs obligatoires. Et puis, on a des exigences qui sont dites essentielles. Et donc, c'est celles-là qui vont nous permettre d'atteindre un niveau de performance Écrin. On doit avoir un minimum sélectionné, un minimum d'exigences pour atteindre 70% des essentiels pour avoir la première reconnaissance Écrin. Et donc, les reconnaissances Écrin, on a 70, 80 et 90% des exigences essentielles qui sont satisfaites, ce qui nous donne 3 niveaux de performance, donc très, très original, bronze, argent et or, en fonction du niveau de performance atteint global. C'est-à-dire que c'est la moyenne des missions 1, mission 2, mission 3, mission 4 qui nous permettent d'avoir ce niveau de performance. Et pour avoir Écrin, il faut avoir au moins un minimum de 70% sur les 4 missions. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais c'est pour vous donner, par exemple, l'exemple, en fait, le type d'exigence. Alors, pour tous ceux qui travaillent déjà sur la qualité de l'air intérieur, Écrin, ce n'est pas la réinvention de la qualité de l'air intérieur. Ça permet juste de formaliser tout ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité de l'air intérieur dans un bâtiment à chaque étape du projet. Donc, on a, par exemple, dans les exigences incontournables, l'obligation de réaliser des mesures de concentration de polluants. Et par exemple, dans les exigences qu'on peut sélectionner, dans la mission 1, gestion des pollutions atmosphériques, c'est la réalisation d'une modélisation qui nous permet de concevoir le bâtiment en tenant compte de l'impact des pollutions atmosphériques. On va en prendre une autre, par exemple, sur la mission 3, la gestion des pollutions internes du bâti. En incontournable, on a un outil
qui est dédié aux produits de construction, dans lequel on vient renseigner pour chaque référence produit mise en œuvre sur le projet, quelle est sa classe d'étiquetage, est-ce qu'il a des labels ou non pour limiter ses émissions dans l'air intérieur. Et donc, il y a un minimum d'exigences à atteindre sur les produits de construction. Et par exemple, dans les exigences essentielles qui peuvent être retenues, dans les essentiels, on peut mettre en place une ventilation en phase chantier ou une déshumidification justement pour essayer de gérer les éventuels excès d'humidité lors de la phase chantier du bâtiment. Donc, c'est pour vous donner un peu le type d'exigence. Sur les exigences de cadrage, on est vraiment plus sur de la méthodologie. ECRA impose des réunions de sensibilisation des entreprises. Ça veut dire qu'en phase chantier, on doit organiser une session de sensibilisation des entreprises à la qualité de l'air intérieur. En termes d'application, aujourd'hui, ECRIN, donc, comme je vous disais, c'est l'année de diffusion de la méthode par l'ADEME. Comment est organisée justement cette diffusion? On a différents acteurs au niveau d'ECRIN. Donc, l'ADEME reste le propriétaire de la marque ECRIN. Ensuite, dans les différents acteurs, on a un acteur essentiel, deux acteurs essentiels. On va avoir l'ambassadeur et l'accompagnateur. L'ambassadeur, je laisserai Alban présenter son rôle juste après. Donc, l'ambassadeur, ça va être dans chaque région, on a un ambassadeur par région. Et l'ambassadeur, aujourd'hui, ce sont surtout les centres de ressources de chaque région qui vont porter, comme Alban l'expliquait dans l'introduction, la méthode ECRIN. Et puis, d'un point de vue opérationnel, pour chaque projet, on a un accompagnateur. Donc, cet accompagnateur, c'est lui qui va accompagner le projet à mettre en application ECRIN. Donc, dans ECRIN, on a différents outils, dont un tableau de bord qui permet le suivi de la méthode tout au long du projet. L'accompagnateur, son rôle, c'est à la fois de remplir ce tableau de bord, de faire le lien avec l'ambassadeur et d'apporter son expertise et des solutions pour améliorer la qualité de l'air tout au long des phases de conception du bâtiment. Donc ça, on va dire que c'est les deux rôles, les deux acteurs qui vont être présents à chaque étape du projet. Et puis, pour gérer un peu tout ça au niveau national, il y a un coordinateur. Donc, le coordinateur, c'est un groupement de 3 prestataires donc, qui est porté par Ville et Aménagement Durable, donc le centre de ressources de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Envirobat BDM, le centre de ressources en PACA. Et donc, du coup, nous, dans cette mission de coordination, on va plutôt s'intéresser à la mise à jour de la méthode, parce que j'imagine que quand vous appliquerez ECRIN, tout ne sera pas parfait dès le premier coup. Donc, il faudra aussi prendre le retour d'expérience des acteurs pour améliorer la méthode. Et puis, aujourd'hui, dans ECRIN, on a des polluants qui ne sont pas encore intégrés, soit parce qu'on n'a pas encore tout le retour d'expérience nécessaire, toutes les études, en tout cas, même sur les solutions à mettre en place, c'est encore, on n'a pas toutes les solutions. Du coup, l'idée, c'est aussi d'avoir une veille scientifique et technique constante pour essayer de mettre à jour la méthode avec potentiellement des nouveaux polluants, de nouvelles solutions. À quoi on pense, par exemple, aujourd'hui, les pesticides ne sont pas intégrés dans ECRIN, les perturbateurs endocriniens ne sont pas intégrés dans ECRIN, et en fonction des résultats des différentes recherches en cours, on pourra venir rajouter ces polluants à la méthode ECRIN. Alban, je te laisse présenter le rôle de l'ambassadeur. Je te remercie, effectivement. Donc, vous l'aurez compris, en fait, c'est important de bien comprendre cette distinction entre ambassadeur et accompagnateur. Donc, l'ambassadeur, c'est comme on le disait en introduction, comme l'a rappelé Claire-Sophie, il s'agit en fait des membres des différents centres de ressources dans les différentes régions. Donc, pour l'Île-de-France, l'ambassadeur sera forcément quelqu'un chez Ecopolis. Et donc, il y a trois missions principales qui reviennent à cet ambassadeur ECRIN. Le premier, bien sûr, c'est l'animation territoriale de la démarche, avec le développement et l'animation du réseau d'acteurs, notamment tous les accompagnateurs qui auront été formés. Il y a évidemment une mission de suivi et d'accompagnement sur les projets qui vont rentrer en démarche. Et puis, un des gros volets de cette animation, c'est aussi la formation des accompagnateurs qui seront capables de déployer et d'accompagner la démarche auprès des porteurs de projets. La deuxième grande mission, c'est l'actualisation et l'adaptation de la méthode. Donc, comme le précisait Claire-Sophie, c'est nos homologues de région Rhône-Alpes, Ville et Aménagement Durable qui
qui pilotent, on va dire, qui sont le pilote principal de cette démarche. Mais voilà, il y a quand même un travail d'interaction entre tous les centres de ressources et puis les autres acteurs de la démarche écrin pour adapter selon l'évolution législative, des connaissances scientifiques, des données, adapter cette démarche au contexte du territoire, du projet, et puis contribuer à actualiser cette méthode au fur et à mesure du temps et, comme je le disais, de l'évolution de nos connaissances et des méthodes et des outils. Et puis le troisième volet, c'est la promotion de la démarche. Alors c'est par exemple l'objet de notre rencontre du jour pour vous la présenter, avec l'ambition bien sûr de replacer cette démarche au niveau régional, sensibiliser un maximum d'acteurs sur la qualité de l'air et plus spécifiquement la qualité de l'air intérieur, et puis communiquer sur la méthode pour sensibiliser, embarquer un maximum d'acteurs dans ces démarches-là. Et c'est encore une fois un peu l'objet du webinaire du jour. Un mot peut-être aussi sur la slide suivante, peut-être Claire-Sophie, sur... Oui, pardon, excuse-moi. Sur les projets, pour vous signaler, voilà, et tu l'as aussi un peu déjà dit, que on part pas de zéro avec Écrin. On avait déjà l'historique des projets managers qui ont été un peu les démarches pilotes. Et puis vous pouvez voir qu'en Île-de-France, on a déjà quand même quelques projets qui ont commencé à s'engager sur Écrin. Donc vous le voyez là, à l'échelle de la France, il y a un certain nombre de projets managers, mais il y a aussi des projets écrins, donc avec la dernière mouture de la démarche actualisée. On a notamment 2 projets de logement collectif, qui sont 2 projets de logement collectif, pardon. Il y a également un projet de bureau, excusez-moi, une réhabilitation de bureau. Et puis on a aussi un projet de résidence étudiante et un foyer de jeunes travailleurs qui sont également en cours. Donc ça nous fait 5 projets plus 1, vous le voyez, qui est en manager, donc là, comme on le disait tout à l'heure, la démarche précédente, qui sont des démarches déjà engagées en Île-de-France sur Écrin. Ça me permet, et j'en profite au rebond, de répondre à une question qui est passée, mais on pourra revenir sur les questions. Une question de Madame Pfister qui nous demandait est-ce que toutes les régions disposent déjà d'ambassadeurs? Non, c'est pas forcément le cas, encore moins au niveau des accompagnateurs. On pourra vous donner dans le détail, mais le déploiement n'est pas encore tout à fait homogène sur tout le territoire français. C'est principalement nos homologues de région Rhône-Alpes, mais également en région PACA qui sont les plus avancés sur le déploiement de la démarche à ce stade, et nos homologues d'Occitanie aussi qui ont engagé un certain nombre d'actions sur ce sujet. On est encore sur un travail d'homogénéisation aussi au niveau des centres de ressources pour déployer correctement la démarche. Ça me permet aussi de le glisser dès maintenant. Faut savoir que si vous souhaitez vous former, la formation d'accompagnateur, elle est valable à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de régionalisation de la démarche. En revanche, le rôle d'ambassadeur, lui, est bel et bien régionalisé. Claire-Sophie, je te laisse reprendre si tu avais des compléments là-dessus, peut-être sur les Non, mais je projets. vais compléter juste sur celle-là. Ce qui est important de noter, c'est quand même que vous voyez que dans les typologies de bâtiments qui sont engagés, alors soit dans Manager, soit dans Écrin, on a quand même de tout. On a de la maison individuelle, on a eu un stade de foot, on a des écoles. Donc, c'est vraiment une méthode qui s'adapte à toutes les typologies de bâtiments. Il y a eu de la réhabilitation, d'ailleurs, qui a posé des questions, parce qu'on a eu de la réhabilitation en site occupé, donc en termes de qualité de l'air intérieur, les questions sont encore différentes. On a eu du neuf. Donc voilà, ça c'était pour la partie typologie. En termes de région aujourd'hui, effectivement, en Auvergne-Rhône-Alpes, ça avance, en PACA, ça avance, Bourgogne-Franche-Comté, Terra Gélis portera la démarche, en Occitanie, ça avance, Pays de la Loire, ça avance, Nouvelle-Aquitaine, enfin dans les bruits de couloir, ça avance. Voilà, Hauts-de-France, je crois aussi. Mais globalement, même s'il n'y a pas d'ambassadeur dans les régions, il pourrait y avoir des arrangements, que ce soit un autre ambassadeur, enfin s'il n'y a pas d'ambassadeur identifié, une autre région pourra porter. Donc, c'est vraiment en train de se mettre en place. Il y a un site internet Écrin qui va être qui va se mettre en place également. Il y aura une liste des accompagnateurs. Donc voilà, l'idée, on est au début. Donc il faut, ça va être aussi en fonction de l'ensemble des acteurs, de voir comment est-ce que tout ça évolue. Ce que j'ai oublié de préciser, qui est quand même important, alors c'est vrai qu'en Île-de-France, il y a des enjeux très forts sur les 4 missions. Écrin reste assez
adaptable, c'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de faire quelque chose de très lourd pour l'ensemble des projets. Quand le diagnostic de site, par exemple, dit qu'il n'y a pas de source de pollution de l'air extérieur, pas de pollution de sol, la mission 1 et la mission 2, elles ne sont pas appliquées dans Écrin. Donc, on se concentre sur les produits de construction et sur la qualité du renouvellement d'air, enfin, sur le choix des équipements et des systèmes. Donc, voilà, Écrin peut être faite, on va dire, avec des niveaux d'ambition différents. Et puis, en termes d'adaptabilité, je voulais aussi ajouter qu'il y a déjà beaucoup de référentiels, notamment environnementaux, qui intègrent la qualité de l'air qui existe. Donc, l'idée, ce n'est pas de venir faire quelque chose, alors si, c'est quelque chose de complémentaire, mais ça a été réfléchi pour que ça s'intègre très bien dans les démarches existantes. Je vais vous donner un exemple très concret. En termes par exemple, de mesures à réception, Écrin a son propre protocole de mesure, donc, qui a été réalisé avec l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, ce qui est validé par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, basé sur des méthodes de référence. Si on a un bâtiment qui applique, qui s'est engagé dans une autre certification, une autre labellisation, qui propose un protocole différent, Écrin va juste se dire, à partir du moment où tous les polluants sont mesurés, la méthodologie, vous vous servez de celle du référentiel que vous appliquez pour éviter de faire, comme on peut voir dans certains bâtiments, plein de types de mesures différents. Tout ça aussi pour une optimisation des coûts. Je te remercie de ce complément, Claire-Sophie. Je propose que tant qu'on est là, on peut peut-être enchaîner direct avec les questions. Je vois qu'il y en a déjà un certain nombre dans le chat. Je peux peut-être les relayer. Justement, là, tu parlais de la concomitance ou du fait de superposer plusieurs démarches. On avait une question de Madame Pfister qui nous demandait est-ce que la méthode Écrin peut être mise en place, ou en tout cas, est-ce qu'il y a un intérêt à l'appliquer si on a déjà déployé ISHA-QAI, donc impact de la phase chantier sur la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment, la méthodologie de l'ADEME, ou est-ce que c'est redondant? C'est complet. En fait, c'est complémentaire. J'ai oublié de préciser que Écrin doit être appliqué dans les projets. L'engagement dans Écrin, en tout cas l'engagement auprès de l'ambassadeur de la région, doit être fait avant le dépôt de PC. Avant le dépôt de PC, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être regardées très en amont. Après, dans les différentes phases, c'est ISHA-QAI là, qui était cité, ISHA-QAI qui s'intéresse à la phase chantier, typiquement, ça peut être une façon de répondre aux exigences de la phase chantier. Mais presque ISHA-QAI est un outil d'Écrin dans la phase chantier. Ils ne sont pas liés, mais quand on parle de sensibilisation, de respect des bonnes pratiques, respect des temps de séchage, tout ça, c'est ce qu'on reprend dans ISHA-QAI et typiquement, vous allez retrouver dans Écrin. Donc, on a vu des consultations récemment sortir avec demande d'application Écrin et ISHA-QAI. Mais ça va ensemble. Hein. Comme je vous disais, ce n'est pas une réinvention de la qualité de l'air intérieur. Hein. C'est toutes les bonnes pratiques que l'on connaît. C'est juste que ça a le mérite d'être mis face par face, qu'il faut vérifier. C'est un peu une sorte, c'est vraiment un outil qui vous permet de suivre et de vérifier qu'il n'y a rien qui est oublié à chaque étape. Je te remercie. Alors, ça me permet aussi de faire le lien avec une autre question qui a été posée par Madame Elft d'Oasis. Bonjour, la méthode pourrait-elle faire l'objet de passerelles avec les thèmes QAI des différentes certifications aux démarches, BDF, HQE notamment? Alors, pour HQE, moi, je ne saurais pas vous répondre complètement. Sur BDF, c'est des réflexions qu'on a avec les autres membres du réseau également qui portent des démarches, donc BDM ou BDO, etc. Sur quelle articulation on peut avoir entre les deux démarches. On est encore en réflexion sur certains points. Pour l'instant, en tout cas, sur la question de BDF, nous, on a décidé que les deux approches pouvaient être portées de manière complémentaire. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé jusqu'à intégrer complètement le référentiel Écrin au sein de BDF. Après, évidemment, on poursuit les mêmes objectifs dans les deux types de démarches. Donc, il y a évidemment des points de synergie entre ces approches-là. Et évidemment, si on est bon en fait sur les critères Écrin, on sera aussi bon sur les critères BDF. Il n'y a pas de souci, en tout cas sur les critères relatifs à la QAI. Claire-Sophie, je ne sais pas toi si d'expérience, tu as un complément là-dessus sur l'articulation avec d'autres démarches. Alors, HQE, il n'y a rien d'acté, mais il y a eu des échanges. Donc, en soi, ce n'est pas arrêté. C'est vrai que là, pour l'instant, le déploiement, c'est surtout fait avec les centres de ressources. En Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas de démarche BD, donc du coup, le sujet ne se pose pas. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les deux démarches peuvent être faites conjointement ou de façon complémentaire. Certains réfléchissent dans d'autres régions à se dire la partie qualité de l'air de la démarche BD, ça peut être Écrin. Si Écrin est atteint, les points sur la qualité de l'air intérieur sont atteints. Donc, chacun va faire un peu à sa sauce.
Tout à fait. Je continue sur les questions. N'hésitez pas, hein, si vous en avez à les poser dans le chat. Alors, je vois évidemment plusieurs questions sur les coûts. Évidemment, ça intéresse les gens. Alors, il y a plusieurs volets sur cette réponse. Je vois Madame Delamotte qui nous posait la question et Madame Poulain également. Est-ce que la démarche est payante? Si oui, quels sont les coûts? Et Madame Poulain qui nous demandait également quel est le coût de la démarche pour un projet. Alors, il y a plusieurs volets dans cette réponse. Il y a le coût de la formation accompagnateur, et ça, pour le coup, il n'y a pas trop de secret là-dessus, c'est public sur notre site. La formation est au prix de 720 € pour nos adhérents et 1220 € pour les non-adhérents Ecopolis. C'est une formation de 2 jours. Je vous partagerai d'ailleurs dans le chat les informations. Sur les projets, ça va être un peu plus variable. Là-dessus aussi, Claire-Sophie, tu as peut-être au moins des éléments, comment dire, une fourchette pour donner Ouais, quelques éléments aux participants. globalement, j'ai envie de dire que la phase, c'est une mission d'AMO QAI assez classique à chaque phase. Ça joue beaucoup à la taille des projets parce que la taille des projets va jouer sur la campagne de mesure à réception. Et en fonction du nombre d'espaces, etc., à instrumenter, la campagne de mesure, elle peut varier. Et des fois, dans le coup, c'est ce qui joue le plus. Pas m'engager sur des coûts, mais je parle de coûts assez ouvertement. J'ai envie de dire que sur un petit projet, sur des écoles, par exemple, des choses comme ça, je pense que Écrin, en termes d'accompagnement, peut sortir sur des prix autour de sur moins de 15 000 €. Et sur les plus gros projets, finalement, il y a quand même un travail de base qui est identique. On tourne sur 18, 20 000, je pense, 20 000 €. Et voilà, et l'idée, c'était d'avoir... alors, s'il y a d'autres démarches, forcément, en fait, tout s'étudie. Il y a peut-être des choses qui peuvent déjà être conciliées, mais ça, c'est pour un Écrin indépendant, on va dire. Et merci. Bon, ça donne déjà quand même un ordre d'idée. Alors, ça me permet aussi de répondre à une question de Madame Robineau de Care Expert qui demandait: est-il obligatoire d'avoir un accompagnateur ou bien la MOE peut-elle le faire en interne? Cet accompagnateur doit-il avoir suivi une formation particulière? Oui, tout à fait. C'est tout l'objet justement de cette démarche. Donc, on revient sur cette dichotomie des rôles ambassadeur-accompagnateur. Donc, nous, les centres de ressources, nous sommes les ambassadeurs. On est chargé de former les accompagnateurs, et on est un peu les garants pour l'ADEME de la bonne tenue de la démarche et du respect du cahier des charges, etc., de cette démarche. Et donc, pour répondre à votre question très clairement, oui, il faut un accompagnateur formé à la démarche Écrin. D'ailleurs, alors cette formation, elle est assurée par nos soins, mais c'est l'ADEME qui remet un certificat de formation accompagnateur. C'est avec l'ADEME que l'accompagnateur contractualise. Donc effectivement, oui, il faut bien se former et passer par la formation Écrin. Alors, et là, c'est là que je réponds aussi à la question qui se posait tout à l'heure. La formation est valable à l'échelle nationale. Donc, si jamais vous êtes formé dans une autre région, par exemple par nos homologues de chez Envirobat Occitanie ou Ville Aménagement Durable, qui portent aussi des formations, votre titre d'accompagnateur sera valable pour des projets que vous seriez amené à porter en Île-de-France et pour lesquels vous seriez en relation avec Ecopolis en tant qu'ambassadeur. Je vois aussi des questions sur l'accessibilité, ou en tout cas la publicité du référentiel et des exigences du référentiel. Là-dessus, Claire-Sophie, je te laisse Alors, je ne les compléter vois pas, les questions, je n'ai pas été les Ouais. regarder. Donc, si tu me l'as, Pas de souci, mais plusieurs personnes qui nous demandent est-ce que le référentiel est accessible publiquement, et notamment la grille des exigences, est-ce qu'elle est publique? Alors, aujourd'hui, oui, elle sera publique, mais donnée aux structures accompagnatrices. Je ne pense pas, en tout cas, je ne sais pas, mais peut-être, parce qu'à partir du moment où elle va être diffusée après, je ne sais pas s'ils la mettent en ligne sur le site, mais en tout cas, tous les accompagnateurs ont la grille. Et je n'ai pas la réponse, savoir si elle va être... pour moi, à partir du moment où les accompagnateurs ont la grille, elle est rendue publique, quoi. Donc, Oui, mais voilà, je ne sais pas si elle sera téléchargeable sur le site. alors moi, pour répondre, je pense qu'on ne pourra pas rendre complètement public non plus cette grille, parce qu'il y a aussi quand même tout un travail comment dire, de contextualisation et d'explicitation des indicateurs. On ne peut pas se permettre de la laisser non plus dans la nature sans expliquer et sans contextualiser. Après, il sera quand même possible de vous donner les grands jalons, les grandes lignes du référentiel, que vous ayez quand même une idée de quels sont les objectifs qu'on va chercher à poursuivre.
Alors, Je vais revenir sur le côté accompagnateur. ouais, Pour un projet qui s'engage dans Écrin, il faut un accompagnateur. Par contre, cet accompagnateur, on peut avoir différents formats. Si on a un marché public pour un équipement public, par exemple, qu'on a une maîtrise d'ouvrage public, il doit y avoir un accompagnateur côté maîtrise d'ouvrage. Mais par contre, ça peut être quelqu'un d'interne qui s'est fait former. L'idée, c'est d'avoir un regard en fait, sur le bon déroulement de la méthode par rapport à l'équipe de maîtrise d'œuvre. Par contre, côté maîtrise d'œuvre, dans la consultation, il faut bien demander qu'il y ait un accompagnateur Écrin côté maîtrise d'œuvre, qui lui doit plutôt avoir un peu de compétences techniques sur la qualité de l'air intérieur pour pouvoir accompagner le projet. Dans le cadre, par exemple, de consultation aujourd'hui, sur des actes, par exemple, où un promoteur va répondre avec son équipe de maîtrise d'œuvre, là, un seul accompagnateur pour le projet suffit. Et on voit aujourd'hui des actes qui commencent à intégrer Écrin. Il n'y a pas forcément d'accompagnateur côté aménageur. C'est l'accompagnateur du projet qui a répondu à la consultation d'un îlot qui joue le rôle de l'accompagnateur pour l'ensemble du projet et qui fera le rôle avec le lien avec l'ambassadeur. effectivement. Alors, je continue. Alors ça, c'est bon, on a répondu à cette question. Alors, une question un peu plus, on va dire, en lien avec les questions, enfin en lien en tout cas avec l'actualité RE 2020, je ne sais pas si Claire-Sophie, tu auras des éléments là-dessus, mais Monsieur Vampouille de Terrao nous demande: bonjour, avec la RE 2020 et l'impact carbone, le choix des matériaux et produits de construction devient essentiel. Y a-t-il des contre-indications dans une conception bas carbone pour poursuivre des objectifs d'amélioration de la qualité de l'air intérieur? Alors bon, je ne sais pas si on va se lancer dans un exposé sur le sujet, mais Non, mais peut-être deux, trois éléments de rapidement, réponse. non, parce que rapidement, sur des projets, aujourd'hui, on a ce type de sujet. En fait, ça va être, il n'y a pas de bon mauvais produit. Écrin ne dit pas que pour de la qualité de l'air intérieur, il faut pas tel type de produit, pas tel type de produit, puisque ça va vraiment dépendre de la composition de chaque produit. Je pense notamment pour le bas carbone au bois. En soi, on sait que le bois étant naturel, il peut y avoir des émissions de COV. Et en fonction de comment est mis le bois dans le bâtiment, si c'est sous forme de panneaux, on peut avoir un liant d'école qui sont à l'origine d'émissions de COV. Donc, ouais, sur ce type de produit, il va falloir faire Écrin est pour le coup assez exigeant, mais on peut mettre d'autres panneaux qui n'ont pas de liant à base de formaldéhyde, qui ont un liant différent qui vient naturellement du bois. Donc en fait, c'est référence par référence et il n'y a pas de produit, interdit. Et Écrin suit la réglementation aussi pour la mesure des débits à réception, c'est le protocole RE20. Merci. Alors simplement, ouais, je suis désolé, mais je reviens aussi un peu en arrière sur la question des coûts parce qu'elle nous a été posée. Simplement m'assurer qu'on a bien été clair avec vous. Comme je vous le disais, c'est en plusieurs volets. Donc il y a, bon, évidemment, le coût pour se former en tant qu'accompagnateur, ça c'est pour le côté des accompagnateurs. Claire-Sophie vous a rappelé du côté plutôt du porteur de projet combien voilà ça va coûter la mission Écrin par la MO ou par la MOE. Mais pour être très clair aussi, je vous précise que il y a aussi un coût, un engagement avec l'ambassadeur, donc c'est-à-dire avec Ecopolis pour le suivi du projet. Je pense que ça c'est quand même bien important de le préciser. Alors pour être très transparent avec vous, je ne pourrais pas vous donner pour l'instant le coût parce que c'est encore des discussions qu'on est en train d'avoir avec les autres membres du réseau et nous aussi en interne. Mais voilà, je pense que c'était important de préciser ce point sur la question des coûts, histoire d'être bien clair. Je pense que dans le format, il faut se dire que ça marche pour ceux qui connaissent, qui en région ont la démarche BD, Oui, ça marche comme la démarche BD. exactement, c'est le parallèle que j'allais faire. Voilà, si vous connaissez nos démarches BDF, c'est le même principe, mais à l'échelle QAI, enfin exclusivement sur le sujet de la QAI. Alors, je regarde, il me semble qu'on a fait quasiment toutes les questions. Que je ne voudrais pas en oublier. On est encore dans les temps, donc on a le temps d'en prendre encore éventuellement. Une question de Madame Dupont, Green Affair. Alors moi, je ne saurais pas vous répondre là-dessus. Est-ce qu'il y a des outils logiciels identifiés pour réaliser des modélisations de qualité de l'air intérieur? Peut-être que toi, Claire-Sophie, tu as une meilleure vision de ça. Ils ne sont pas listés dans Écrin. C'est juste ouvert. En fait, c'est une possibilité. Du coup, il n'y a pas tel ou tel outil de modélisation qui est listé. En toute transparence, ce n'est pas l'exigence qui est la plus retenue aujourd'hui. Parce qu'on arrive on arrive au niveau. Mais comme on était un peu dans un prospectif de se dire on intègre aussi des exigences
qui seront peut-être plus fréquentes demain. Voilà, il y a l'outil de modélisation qui est cité, mais la façon, lequel, etc., aujourd'hui, il n'y a rien. Et ce sera aussi le rôle de l'accompagnateur et de l'ambassadeur de valider si l'outil de modélisation correspond. Et pareil sur l'ouverture, si on a par exemple une pollution de l'air extérieur et qu'on dit qu'il faut apporter, concrètement, s'il y a une pollution de l'air extérieur, Écrin ne dit pas qu'il faut mettre une double flux. Écrin dit qu'il faut proposer une solution de filtration de l'air extérieur pour limiter le transfert des polluants, pour laisser justement une ouverture à de nouveaux systèmes qui pourraient arriver, et laisser une part d'innovation. Ce que va demander Écrin, c'est plutôt de se dire une note d'explication de quel est le système et faire en sorte à réception de vérifier qu'il est efficace. On est plus dans cette optique-là. Très bien. Écoute, je crois que surtout toi, tu as répondu à toutes les questions qui se posaient. De toute façon, n'hésitez pas à nous contacter à la suite de ce webinaire si vous avez besoin de plus d'explications. Je vous ai remis également dans le chat les liens vers à la fois la formation, mais également la présentation détaillée de la démarche, comme vous l'a fait Claire-Sophie, mais voilà, reprise avec un ensemble de graphiques et de petits dessins explicatifs. Si après ça, vous avez encore des questions, on se tient bien sûr à disposition pour toute précision. Je me permets, si tu veux bien, Claire-Sophie, de récupérer le partage. Hop. Pour simplement conclure, puisque nous allons arriver à la fin du temps que nous étions donné aujourd'hui. Excusez-moi, si ça veut bien fonctionner. Simplement, voilà, on en parlait juste avant, vous rappeler qu'on propose une formation pour devenir accompagnateur Écrin les 7 et 8 septembre 2023, donc qui sera assurée justement en binôme avec Claire-Sophie. Donc voilà, vous avez en tant que formatrice la personne qui maîtrise certainement le mieux le sujet. Donc voilà, on vous invite vraiment, si le sujet vous intéresse, à venir vous former les 7 et 8 septembre. C'est une formation sur 2 jours. Et puis aussi, si vous voulez aller un peu plus loin et continuer à creuser le sujet et puis en savoir plus sur les démarches, donc je vous invite à vous rendre sur notre site. On a mis en ligne, comme je vous le disais, un petit dossier thématique sur la démarche Écrin avec voilà une explication de la démarche et puis un ensemble de ressources à consulter. Vous avez des fiches retour d'expérience à consulter. Vous avez également des vidéos de témoignages d'acteurs qu'on vous invite vraiment voilà à aller voir si vous voulez en savoir plus et puis voir un peu quelques premiers retours d'expérience sur les démarches pilotes qui sont engagées déjà avec la démarche Écrin. Et puis voilà, si vraiment vous voulez creuser le sujet encore plus, on fait un peu de pub pour nos homologues de Villa Aménagement Durable qui avaient organisé il y a quelque temps un webinaire de présentation de la démarche, pendant lequel ils avaient pris un peu plus de temps pour présenter des retours d'expérience. Donc voilà, la première heure du webinaire, ce sera sensiblement les mêmes choses que ce qu'on s'est dit aujourd'hui, mais dans le second temps du webinaire, Claire-Sophie présente un peu plus des retours d'expérience sur quelques démarches déjà engagées. Donc voilà, si vous voulez. Et parisien. Et c'est ce que j'allais dire, effectivement, des projets en plus franciliens, tu as raison de le préciser. Un dernier. Alors attendez, il y a juste une question qui est passée, je ne voudrais pas l'avoir ratée. Ah, une dernière petite question. Est-ce que ça peut être considéré comme un label? Alors ça, c'est vrai que c'est une bonne question également. Réponse officielle, réponse officieuse. Réponse officielle, non, ce n'est pas un label. L'ADEME ne veut pas parler de label. Ça ressemble fortement à un label, mais ce n'est pas un label. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de démarche ou de méthode Écrin et pas de label Écrin, effectivement. Donc voilà, comme je vous le disais, petit coup de pub pour nos homologues de VAD, on vous invite à aller consulter ce projet. C'est Woodeum, c'est ça, hein, le projet dont tu parles, Claire-Sophie, J'en ai 3, parce que j'ai mis différentes phases. Il y a Stone Up chez Boire, il y a Bayenne et Woodeum. Ok, bon, exclusivement des projets franciliens en plus. Ma question échange, excusez-moi, pardon, on vient de le faire et je voulais simplement, vu qu'on arrive vraiment à la fin du webinaire, terminer en vous donnant quand même 2-3 infos, actualité Ecopolis, pour vous dire que nous organisons dans les jours à venir un certain nombre d'événements, notamment le 22 mai, notre 10e épisode de Retour sur le durable, sur rénover et réhabilitation du bâti existant. Et puis, si les thématiques urbanisme et santé vous intéressent, j'attire votre attention sur le fait que le 25 mai, on fait un webinaire sur la thématique de la chaleur en ville, en partenariat avec le réseau ISE, le réseau Île-de-France Santé Environnement.
Si vous êtes un peu plus visite que webinaire, je vous invite le 13 juin à vous inscrire à notre visite à Clichy-sous-Blois pour la passerelle, le tiers-lieu de Sodexo. Et puis également, vous signaler qu'on a notre prochaine commission BDF, la commission 35, qui se tiendra également le 25 mai. Donc voilà, il faudra choisir votre paroisse entre Rafraîchir la ville ou commission BDF le 25 mai, selon vos centres d'intérêt. Et puis la formation également Ecopolis. Alors je vous invite là aussi à aller consulter sur notre site notre catalogue de formation. On vient d'actualiser récemment et de proposer de rajouter un grand nombre de formations à notre catalogue. Mais simplement là je vous en signale quelques-unes. Une formation sur les fondamentaux du bâtiment durable le 2 juin prochain. En lien avec le webinaire dont je vous parlais tout à l'heure sur Rafraîchir les villes, on va lancer à la rentrée, les 28 et 29 septembre, une formation sur la thématique du confort thermique, de la chaleur urbaine. Et puis, pour ceux qui veulent se former un peu plus sur le long terme, qui aiment les formations longues, on a une formation qu'on porte avec la SCOP Les Deux Rives, la formation développement durable et qualité environnementale, qui est, si je ne dis pas de bêtises, en tout sur 20 jours. Tout ça, bien sûr, à retrouver sur le site ecopolis.fr. Et sur ce, je tiens à remercier nos intervenants aujourd'hui qui nous ont permis d'y voir beaucoup plus clair sur les différents sujets de la qualité de l'air et la qualité de l'air intérieur. Donc merci à Fabrice Joly, merci à Claire-Sophie Quedevez. Je remercie également les partenaires et financeurs de ce programme d'action sans qui on ne pourrait pas mener toutes ces actions, la DAM Île-de-France, la RS Île-de-France, la DRIUAT et la Métropole du Grand Paris. Et puis je vous remercie également vous, le public, pour votre participation, vos questions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, comme je vous le disais, nous vous transmettrons les supports des échanges du jour le plus rapidement à la suite de ce webinaire. Merci à toutes et tous et bonne journée à vous. Merci Alban pour l'organisation. Merci.